sur la question de savoir s'il faut prendre au sérieux les menaces israéliennes exprimées par M. Ben-Gvir et autres, je pense que oui, car elles reflètent un état d'esprit assez vaste, assez répandu en Israël, au-delà de M. Netanyahou. Il y a également une autre déclaration significative d'Avigdor Lieberman, l'ancien ministre, qui était l'un des premiers. L'une des premières figures d'extrême droite décomplexée à arriver au pouvoir, celui-là même qui disait qu'il fallait décapiter les Arabes à la hache. Il a déclaré il y a 2 semaines qu'Israël devrait réoccuper le Liban pour au moins 50 ans. Donc ce type de déclaration reflète un état d'esprit israélien et de l'autre côté, elles rendent indirectement service au Hezbollah parce que le Hezbollah a beau jeu de dire vous voyez, nous avons besoin d'une force de dissuasion, nous sommes en présence de fous furieux qui veulent de nouveau envahir le Liban pour 50 ans. Et puis, ça montre également que M. Lieberman ne connaît pas bien l'histoire de son propre pays, car s'il avait étudié 1982-2006, la période de 18 ans d'occupation israélienne, il aurait compris que ce n'est pas si aisé d'occuper le Liban pendant 50 ans. Donc il y a Lieberman, il y a Smotrich, il y a Ben-Gvir, mais même des figures supposément plus modérées ont exprimé énormément de menaces contre le Liban, ont menacé de ramener le Liban à l'âge de pierre, et je ne parle même pas des déclarations sur l'arme atomique, etc. Donc ça doit être pris au sérieux. Le Hezbollah est considéré comme une menace beaucoup plus redoutable. L'humiliation qu'a subie Israël en 2006 est encore présente. Beaucoup souhaitent effacer cela. Et puis, en effet, le Hezbollah dispose de capacités offensives. C'est aussi cela qui inquiète Israël. Le Hezbollah commence même à avoir des hackers qui pourraient avoir un effet disruptif sur l'économie israélienne. Israël a beaucoup plus à perdre de ce point de vue-là. L'économie libanaise est déjà aux abois, alors qu'en Israël, il y a beaucoup de secteurs technologiques qui pourraient être victimes d'attaques, de cyberattaques. Il y a également en Israël énormément de jeunes qui pourraient être tentés de quitter le pays, qui pourraient très facilement repartir pour la Floride ou pour Los Angeles. Donc il y a également ce risque d'une fuite massive des élites israéliennes qui ne souhaitent pas vivre en permanence dans une situation de guerre. Donc ces menaces doivent être prises au sérieux. Pour Israël, la menace est perçue comme existentielle alors qu'elle ne l'est pas. Et là, ça nous renvoie aux traumatismes psychologiques qui sont présents dans l'inconscient populaire israélien et qui sont tout à fait compréhensibles. Le Hamas et le Hezbollah représentent des menaces pour Israël, des menaces stratégiques incontestablement. Mais ces menaces ne sont pas existentielles, en ce sens qu'Israël a une force de frappe militaire infiniment supérieure. Israël est une puissance nucléaire, entre 80 et 300 ogives nucléaires, un soutien inconditionnel de la grande puissance américaine. Donc l'existence d'Israël n'est pas menacée. Par contre, ce qui s'est passé le 7 octobre, le traumatisme est tel que certains estiment que la menace est existentielle et qu'il faut aller au bout. Et cela rejoint l'autre question sur le nucléaire iranien. En effet, on a tellement crié au loup que plus personne ne prend cela au sérieux. Mais le retrait de Donald Trump du JCPOA, le fait qu'on ait déchiré de façon unilatérale un accord qui était un accord multilatéral impliquant l'Europe, l'Allemagne, l'ONU, etc., a en fait bénéficié à l'Iran, car c'était l'Iran qui avait fait énormément de concessions sur les centrifugeuses, sur l'uranium enrichi. L'administration Obama avait arraché un certain nombre de concessions à l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran se rapproche bien évidemment de l'arme nucléaire. Il n'y a pas grand-chose que les États-Unis et Israël peuvent faire car on ne peut pas bombarder un savoir-faire. Les centrales sont installées à 6 pieds sous terre. On peut évidemment gagner un peu de temps si on les attaque, mais on ne peut pas venir à bout de ce programme nucléaire iranien et on va susciter un ralliement autour du drapeau. Les Iraniens sont très nationalistes, ils détestent peut-être leur gouvernement, mais s'il doit y avoir des frappes américaines ou israéliennes, ils vont se serrer, se rassembler autour de leur gouvernement. Et par ailleurs, on ne peut pas bombarder un savoir-faire. Israël et les États-Unis avaient tenté des assassinats ciblés contre les savants nucléaires iraniens. Et puis ça s'est arrêté parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y en avait des dizaines et des centaines.
Il y a énormément d'Iraniens qui ont fait des hautes études aux États-Unis ou ailleurs et qui sont capables qui maîtrisent ce savoir-faire. Donc, dans le meilleur des cas, on pourrait retarder le programme nucléaire iranien d'un an ou deux en ayant ressoudé une population iranienne qui était, il y a encore quelques mois, très radicalement hostile à son régime. Et la question sur Trump, est-ce que l'un ou l'autre... C'est très important parce qu'il y avait eu quelques petites tensions entre Trump et Netanyahou, mais le seul point de divergence entre eux, c'était que Trump reprochait à Netanyahou de ne pas avoir donné crédit à sa théorie selon laquelle l'élection lui aurait été volée, qu'il y aurait eu le Great Steal, etc. Mais sur toutes les autres questions, M. Trump aurait donné une carte blanche totale à Israël pour attaquer non seulement Gaza, mais aussi le Liban, éventuellement l'Iran. Donc il ne faut pas sous-estimer le risque d'avoir simultanément au pouvoir l'extrême droite israélienne et l'extrême droite américaine. Beaucoup d'Arabes et de musulmans, on peut les comprendre, sont aujourd'hui très déçus par rapport à Joe Biden, menacent de se réfugier dans l'abstention pour le faire battre, mais ils doivent quand même être très prudents car l'alternative serait extrêmement risquée. Monsieur Trump ne s'embarrassera d'aucune précaution. Aujourd'hui, il y a un discours officiel de solidarité inconditionnelle avec Israël, mais M. Blinken et quelques autres s'efforcent quand même d'inciter Israël à ne pas élargir la guerre, à ne pas ouvrir de nouveaux fronts. Alors qu'avec M. Trump, il y a de forts risques que l'on s'embarque dans une guerre régionale dont personne ne peut prédire l'issue.